Bonjour à tous, nous sommes au 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, le festival de la bande dessinée amiénois. L'année dernière, le public n'avait pas pu être présent. Cette année, c'est possible, avec une jauge, bien évidemment. Je vous propose de partir à la découverte des nombreuses expositions et des auteurs qui sont présents aujourd'hui. On va commencer par visiter une première exposition. Vous allez le voir, une exposition étonnante, sympathique. C'est une chasse au trésor. C'est une exposition avec, vous le voyez, un élément majeur, une tour penchée comme une tour de Pise. Cette exposition fait écho à une autre exposition qui se déroule actuellement, en ce moment même, au musée de Picardie, à Amiens également. Alors au musée, c'est davantage l'archéologie qui utiliserait la bande dessinée. Là, dans cette exposition à la Halle Fraissinet, c'est plus évidemment la bande dessinée qui parle d'archéologie avec des œuvres, vous le voyez, nombreuses, variées, rubric-à-brac en l'occurrence, et autres planches que vous aurez le loisir de découvrir. Et puis, je vous en parlais, il y a ici cet endroit que je ne vais pas vous montrer, je vais vous laisser le découvrir par vous-même quand vous vous rendrez à la Halle Fraissinet, au festival de la BD amiénois, parce que quand on rentre dans cet endroit, on est un petit peu dérouté, un peu comme déséquilibré. Donc voilà, je vais vous emmener maintenant voir quelques auteurs. Il y a une jeune femme qui est très intéressante, qui est en train de dédicacer là-bas, qui s'appelle Aude Mermillot. Je vous propose qu'on aille à sa rencontre. Bonjour. Alors, on va juste dérouler le micro. Pardon. Bonjour, ah bah si vous voulez. C'est bon? Ouais, c'est plus simple. Ok. Bonjour. Pas de problème. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, moi, j'ai découvert votre travail, notamment au travers de votre blog. Mhm. J'ai découvert que vous étiez d'abord autodidacte. Vous avez fait les beaux-arts. Non, je me suis fait virer des beaux-arts surtout. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que c'est un symbole de manque de réussite de se faire virer des beaux-arts? Oh non, non. Non, pas du tout. Et du coup, après ça, vous avez énormément voyagé. Vous en avez fait des guides de Ouais, voyage pour voyager seul avec un E. c'est ça. Ça s'adresse plus aux filles. Ça Ouais. parle de quoi? Bah, c'était voilà, donner des outils aux femmes, parce qu'il y avait beaucoup de blogueurs hommes qui racontaient comment c'était possible de voyager seul. Sauf que les femmes n'avaient pas les mêmes problématiques, elles avaient beaucoup peur au niveau de la sécurité. Donc elles s'autorisaient moins à le faire. Donc on a coécrit avec un blogueur homme d'ailleurs, qui se sentait justement pas la légitimité de parler du voyage pour femmes. Donc il m'a demandé de faire partie du projet. Et voilà, donc on l'a vendu en livre électronique. Et c'était très chouette. Alors, vous avez ensuite écrit notamment un livre en 2017 qui s'appelle Les Reflets changeants. Oui, tout à fait. Et celui-là, il parle de quoi? Ça a l'air d'être une histoire magnifique. Euh, J'avoue que je ne l'ai pas lu. c'est pas grave du tout. C'est un récit choral. Trois personnages qui n'ont pas du tout les mêmes âges, les mêmes problématiques. Il y a plutôt une jeune fille qui a plutôt des problèmes de cœur, un homme autour des problèmes de paternité, et un homme plus âgé qui est sourd et qui hésite en fait à mettre fin à ses jours. Et ce personnage-là est issu du personnage de mon grand-père. Enfin, c'est un avatar de mon grand-père. Donc, il y a les journaux intimes de mon grand-père dedans, etc., etc. Voilà. Et là, votre actualité, par contre, c'est à nouveau des ouvrages destinés aux femmes ou pas seulement? Ah non, non, pas destiné aux femmes. Non, non, destiné à tout le monde. Parce que si quand on parle de femmes, c'est destiné aux femmes, ça veut dire que les femmes ont à peu près les trois quarts de la production culturelle qu'elles ne peuvent pas regarder parce que c'est fait par des mecs pour des mecs. Donc non, non, j'espère que les hommes s'intéressent aux problématiques qui touchent les femmes. Donc là, ça touche surtout à la médecine. Et donc c'est la médecine bienveillante, contre les violences obstétricales, voilà, ce genre de thématique-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On est super Je vous en content prie. de faire votre connaissance. Chez quel éditeur on trouve vos ouvrages? Le Lombard et Casterman. Le Lombard et Casterman. C'est bien noté. Voilà. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès. Et puis, de vous revoir aux prochaines éditions avec encore plus de monde, évidemment. Ça marche. Juste un mot quand même sur ce festival. Comment vous le trouvez? C'est la première fois que vous venez? Non, non, c'est la troisième fois.
Super, et déjà un grand merci, bravo à l'équipe de l'avoir rendu possible cette année, quoi. C'est le premier festival pour beaucoup, beaucoup d'auteurs et autrices après le Covid, donc c'est super précieux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va continuer notre déambulation dans ce festival pour vous le faire découvrir. Merci, de plaisir. Allez. Donc vous le voyez, il y a des réserves de jauge, mais il y a quand même pas mal de monde. Et dans ce monde-là, regardez qui je vois. Je vois le président de l'association On a marché sur la bulle. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Laurent. Ouais, bonjour. Alors évidemment, Laurent, la librairie Bulle en stock. Thierry, le président de l'asso. Bon, comment vous trouvez cette édition du festival à titre perso déjà tous les deux? Je crois que tu doutes bien de la joie et du soulagement qu'on a de pouvoir l'avoir on va dire, réalisée et puis ouvrir avec la levée de certaines restrictions, quoi. Donc là carrément soulagé, heureux, pas d'autres mots. Et Laurent, toi? Surtout le fait en fait qu'il y ait quand même du monde, qui est vraiment, enfin, tu vois, on se demandait par rapport aux réservations obligatoires, par rapport aux conditions sanitaires, et c'est vrai que oui, donc d'avoir pu le faire, c'est vraiment génial, d'avoir fait surtout ce qu'on voulait faire et pas d'avoir fait quelque chose au rabais, comme des gens qui nous ont dit, on pensait pas que ça allait être aussi qualitatif parce que comme c'était une année un peu bizarre et que vous auriez fait des choses un peu plus rapides, non, l'idée c'est vraiment de garder le côté qualitatif pur. Et après, le public est au rendez-vous déjà ce matin. On sait que cet après-midi, c'était presque complet ce matin. Cet après-midi, c'est complet. Dimanche matin, on ne doit pas être très loin. Dimanche après-midi, c'est complet. C'est complet à combien de personnes? La jauge, 800, je crois. Ouais, on est autour de 800, un petit peu moins. Autour de 800 personnes par demi-journée, par tranche de 4 heures. Et notre plaisir, il est là en fait. C'est que voilà, le public est là. Ça circule bien, il n'y a pas de masse, on arrive quand même à respecter toutes les règles et ça, c'était la condition aussi. Les auteurs aussi sont là en plus. Et les auteurs sont ravis d'être présents. Forcément. C'est une première depuis 1 an et demi pour beaucoup de monde, hein, les auteurs aussi, qui travaillent en plus tout seuls chez eux depuis très longtemps. Et puis voilà, et donc en fait, certes il y a une jauge, mais comme ça ouvre 4 week-ends et qu'il y aura des auteurs sur les 4 week-ends, le public peut en fait réserver sur les 3 prochains week-ends de juin aussi. Et revenir. Ça dure tout le mois de juin, les rendez-vous de la BD d'Amiens. C'est ça. C'est ça qui est important. Avec des auteurs différents chaque week-end et entre 20 et 30 auteurs chaque week-end. Il faut aller sur le site internet pour regarder qui est là, quel week-end. C'est ça. Il y en a qui viennent plusieurs fois? Pas beaucoup, c'est rare. C'est pas l'idée. Non, même pas. Non, l'idée, c'est vraiment beaucoup de variétés. Si tu veux, l'idée était plutôt quand même de garder une jauge qui est quand même celle qu'on avait d'habitude, autour d'une centaine d'auteurs, mais d'avoir un équilibre. Qui n'est pas tout parfait en fait, mais en tout cas une répartition la plus équilibrée possible. Donc on pouvait pas, on était plutôt dans répartir toute la liste qu'on voulait avoir que dans inviter plusieurs fois les mêmes personnes. Donc non, et en gros, ça fait une trentaine ou une quarantaine d'auteurs par week-end. C'est autour de 40, 20, 30 à peu près. Voilà. Et après surtout, donc c'est entre 20 et 30 auteurs font à chaque fois des animations différentes tous les week-ends. Que ce soit du dessin live, de la petite fabrique, de la visite dans les expositions. Donc chaque week-end, il y a des choses différentes à faire, il y a des choses différentes avec donc forcément ces auteurs qui sont présents. Et c'est ce qui fait aussi tout le plaisir de venir, c'est que entre les expos, les animations, les ateliers, un peu les dédicaces pour ceux qui veulent les rencontrer, discuter avec eux. Et vous avez un magnifique t-shirt il est super chouette. Et oui. C'est le classe de Cyril Pedrosa. Cyril. On va essayer de croiser tout à l'heure. Je me suis laissé dire qu'il était à l'autre bout de la halle, donc c'est on a le temps avant d'arriver, on va garder peut-être pour la fin, quelque chose comme ça. T'as encore 200 mètres à faire. Ouais, c'est ça. Et 200 mètres émaillés de rencontres, et notamment il y en a une de rencontre qui est juste derrière vous là. C'est Jean-Louis Tripp que j'ai très envie d'aller voir. Parce que c'est la collaboration avec Loisel évidemment. Et puis sa nouvelle série, Extase, qui a l'air assez rigolote. C'est ça. Donc où il raconte un peu sa vie, je crois. Et puis on avait fait une exposition il y a 5 ans maintenant avec lui sur Magasin Général. Et c'est vrai qu'on a gardé des très bonnes relations. Enfin voilà, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et là, il vient de sortir en avant-première un livre avec Christophe Ondelat qui s'appelle Tu ne tueras point, en co-écriture avec Christophe Ondelat, avec un
un dessinateur et en fait il est aussi là pour ça, pour cet album. Que je viens d'apercevoir sur la table de Aude Mermillot. Mermillot, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Avec qui on vient de faire connaissance. Merci messieurs, à plus tard, bon week-end à tous. Bah, Et puis merci bon mois de bien, juin toi d'ailleurs. aussi. Merci. Bonne balade. Merci. Allez, on dit quoi? Et on s'avance tout doucement. Bonjour. On parlait à l'instant avec Thierry et avec Laurent de vous, de Magasin Général. Et donc enchanté, je vous prête un micro. Bonjour, merci. Je vous coupe une petite seconde, mais il y a une question que j'ai envie de vous poser. Oui. Évidemment, Magasin Général, c'est forcément certainement une œuvre dont on vous demande très régulièrement de dédicacer. Eh oui, la preuve. Avec, j'imagine, un certain plaisir pour vous. Il y a 9 tomes, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de cette série aujourd'hui? Est-ce qu'elle est terminée ou est-ce qu'il y a encore... Non, non, la série est terminée depuis 2014. Il y a eu 9 tomes. Maintenant, il y a des intégrales qui sont sorties. Pas de suite. Mais l'histoire est finie. L'histoire est finie. Après, On peut en recommencer une. bon, alors, je vais exclure certains trucs. Avec Régis, quand on a commencé Magasin Général, l'idée c'était de mélanger nos dessins et d'écrire le scénario ensemble. Ça c'est terminé. C'était une expérience, on a fait ça pendant pratiquement 10 ans. C'était formidable. Enfin, vraiment, ça a été une tranche de vie extraordinaire pour nous. Mais bon, voilà, on est passé à autre chose. Après, moi je n'exclus pas personnellement le fait que si un jour on avait envie de faire peut-être un one-shot qui raconterait une histoire en marge de tout ça, on pourrait peut-être le scénariser, mais rien n'est décidé. Si ça arrive à un moment, ça se fera ou pas, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'on ne le dessinera pas nous-mêmes. On dessinerait ça, enfin on ferait dessiner ça par quelqu'un d'autre. C'est pas évident de trouver quelqu'un. Mais je vous dis, c'est pas un truc c'est pas un projet qui est dans les tuyaux pour le moment. Alors, par contre, alors là, dans les tuyaux, il est même déjà sorti, c'est Extase. Mais avant de parler de ça, j'ai découvert en relisant une énième fois votre livre, vous avez commencé dans Métal Hurlant. Ah oui. Des planches dans Métal Hurlant. Eh oui. Pas du tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Ah non, 1977. C'est ça. Et J'étais très jeune en ma décharge. j'avoue, pareillement. Mais on Ouais. était déjà là quand même. Eh ouais. Et Oui, ça doit être une expérience géniale. Ah oui, c'était formidable. En plus, c'était vraiment c'était dans le numéro 15 de Métal Hurlant, donc c'était vraiment. Ça faisait pas très longtemps. En fait, moi, Métal Hurlant, j'ai découvert ça quand j'étais en seconde ou première, quand le premier numéro est sorti. Non, peut-être je devais être en première ou terminale même, quelque chose comme ça. Et 2 ans après, j'étais dans le journal. C'était phénoménal pour moi. C'est marrant parce que là, je suis en train de dessiner en ce moment un bouquin qui va paraître l'année prochaine, chez Casterman, qui s'appelle Le Petit Frère, dans lequel je raconte, c'est beaucoup moins rigolo là, mais je raconte la mort de mon frère en 1976, qui a été fauché par une voiture, enfin bon bref, quand il avait 11 ans. Et en fait, je suis en train de dessiner le passage où après, je rentre à Paris après cet été épouvantable. Et je suis complètement déstabilisé, et puis je quitte l'école de dessin où j'étais. Et à l'époque, j'étais ami avec Serge Clair, qui lui, on a à peu près le même âge, enfin, 1 an de plus que moi, et qui lui était déjà à Métal Hurlant. Et lui, il rentrait très jeune, il a commencé à 18 ans, hein, quand il a commencé à dessiner à métal. Et donc Serge Clair, à ce moment-là, me dit, bah, écoute, dessine, et quand tu seras prêt, je t'amènerai à métal. Je suis en train de dessiner ces pages-là en ce moment. Et donc, et puis au mois de janvier 1977, Serge m'a amené à Métal Hurlant et Dionné m'a pris ma première planche qui a été publiée au mois de mars. C'est un souvenir inoubliable, vraiment. C'est un des moments comme ça dans la vie où j'avais l'impression de voler, de marcher au-dessus du sol, quoi. C'est incroyable. Ouais. Alors, vous parliez de cet ouvrage que vous êtes en train d'écrire, de dessiner. L'autre ouvrage dont on va parler, du coup, c'est Extase. Ouais. Et Extase, ça parle aussi de vous, finalement. Oui. Vous avez bien raconté votre vie quelque Ben part. en fait, maintenant, j'ai commencé effectivement avec Extase. C'est marrant parce que dans plein de mes bouquins, il y avait des trucs autobiographiques, des
des petites notes autobiographiques comme ça. Voilà, sans qu'on le sache. Mais Extase, c'est clairement un truc effectivement autobiographique. Donc, avec pour moi, avec une dimension politique très forte, puisque ça parle ça parle du corps, ça parle de comment dans nos sociétés, nos corps sont contraints par plein de tabous, d'interdits, etc., et comment on fait pour essayer d'assumer un chemin de libération, enfin d'appropriation de notre propre corps. En dehors des... Il y a besoin de faire ce chemin. Ah bah oui. On a l'impression que dans les années, fin des années 60, début des années 70, cette libération elle a été totale. Oui, mais ça s'est refermé beaucoup depuis. Hein. Il y a plein de trucs qui sont... Alors, il y a des choses qui sont ouvertes et il y a des choses qui sont refermées entre-temps. Donc aujourd'hui, il y a en même temps un courant très fort, notamment pour les femmes, un courant vraiment de libération et comment dire, je trouve plus le mot là. D'expansion, d'émancipation. Voilà, merci. D'émancipation extrêmement fort en ce moment. Dans la BD, c'est particulièrement flagrant. Il y a plein d'autrices comme ça qui font des bouquins. Tu vois, il y a Aude Bermillot qui est là-bas. Bon, voilà, exactement. Bon, très bien. C'est ça. Et donc en fait, il y a d'un côté ça, et de l'autre côté, regardez ce qui se passe avec le harcèlement, avec tous les tabous religieux qui sont en train de remonter à la vitesse grand V, avec le fait de voir des femmes voilées, et alors ça en dehors complètement de l'aspect musulman de la chose. Ouais. Parce que moi c'est pareil pour les juifs, les chrétiens et tout ce qu'on veut. Moi tout ce qui est les interdits, et notamment les interdits qui portent sur les femmes, c'est un truc qui m'insupporte totalement. Donc il y a en même temps un retour de l'ordre moral. Il y a eu quand même aux États-Unis un président qui était, Trump, qui était quand même supporté par une mouvance ultra religieuse, quoi. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Étonnamment. Ben oui. En plus, il avait eu des histoires. Mais ouais, mais c'est pour ça que c'est un bordel et c'est pour ça que c'est politique tout ça, en fait. Tout ça est totalement politique. C'est pour ça que j'ai dit qu'Extase c'est un bouquin politique, en fait. Ouais. Voilà. Mais alors, juste un truc, c'est que là, mon actualité la plus récente, c'est un bouquin qui est là-bas, là. Tiens, on va se le procurer. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, là. Ça sort en avant-première ici. Et alors ça aussi, c'est assez politique, finalement, parce que ça parle de notre société, quoi. C'est une adaptation des récits de Christophe Ondelat, de récits criminels. Donc, qui sort chez Le Lombard. Là, il y a une dizaine de récits. C'est un peu l'exploration du côté obscur de la force, contrairement à ça. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Avec vos fans, parce que les attentes, il y a moins de monde, mais il y a quand même de l'attente. Merci. J'aime beaucoup votre truc France Rugby. Là. Moi, je suis, en tant que Toulousain, je suis... C'est quoi? C'est un copain qui s'appelle JL Mast, qui est dessinateur. Qui est oui. Non, je suis ami Facebook avec lui. Ah oui, c'est très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Micro. Bonne journée, merci messieurs, dames. Et bonne visite. Hein. Merci, au revoir. Alors voilà, ça c'est une exposition qui mélange le manga et la musique. Avec des dessins, vous le voyez, tout à fait étonnants, remarquables. Toujours avec ces grandes dimensions. Un grand plaisir à visiter ces expositions à la Halle Fraissinet. Et puis alors, comme d'habitude, au festival amiénois, il y a évidemment les expos à voir, et puis il y a ce qui se passe autour, à côté. Parfois on a la chance de pouvoir assister, en l'occurrence, à un concert. Voilà. Donc une expo à ne pas manquer.
Vous le voyez, par les fans de manga, il y en a aussi. Vous le savez, il y en a pour tous les goûts. Alors évidemment, habituellement, les travées sont bien plus pleines. On comprend les difficultés d'organisation, mais c'est déjà tellement chouette de pouvoir participer à ce festival dans ces conditions. La télé régionale elle-même est présente. Et tiens, regardez, au hasard d'un détour, on tombe sur un dessinateur en train de dessiner. Allez, on va à sa rencontre. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien Picasso là, hein? Bah j'espère, sinon, C'est bien lui, hein. sinon c'est qu'on a un problème, c'est Pablito, ouais. Quel est le but de ce dessin? Qu'est-ce qu'il va raconter, représenter Là à la c'est fin? un écho surtout aux travaux qu'ont mené les licences 3. Juste en face, ils ont en plus une exposition dans un autre espace qui est fermé, un peu plus loin, où on a travaillé sur Picasso et la Seine. Donc ils ont réalisé des rideaux de Seine monumentaux de plusieurs mètres. Donc je suis intervenu sur un workshop de 3 jours avec eux. Donc je les ai rencontrés il y a 2 mois. Là ils présentent leurs travaux, toutes les recherches qui ont mené au rideau de Seine. Et du coup le temps du festival, on m'a demandé de faire un petit écho, un clin d'œil. Donc c'est un boulot collaboratif puisqu'il y a des extraits des œuvres de leur rideau de Seine. Et là, je fais un premier calque de portraits de Pablo à différents âges. Et Daniel Cazenave va venir intervenir avec moi ensuite sur un second calque où on fera des petits clins d'œil aux œuvres de Pablo. Dans combien de temps faut qu'on revienne pour que ce soit terminé? Disons que Daniel arrive à 15h, donc je serai au bout de ma partie et voilà, et ensuite on va bosser tous les deux dessus. Qu'est-ce qui est le plus passionnant, voir le dessin fini ou le voir en création? Bon, c'est, je pense, plutôt le process, quoi. Il y a toujours cette partie un peu magique. Voilà, moi j'aime bien voir les collègues dessiner et puis c'est les interactions que ça peut créer avec le public. Et il vous pose quoi comme question quand vous êtes en train de dessiner? Est-ce que c'est bien Pablo? Et là on est très inquiet sur ses dessins. Non, c'est très ressemblant quand même, il n'y a pas de doute. Ouf, ça va, on Bon, continue après, alors. il y a tellement d'époques chez Pablo qu'il y a même un Pablo C'est Cubic. ça, voilà, là, on a essayé de faire un peu tous ces âges et il y a un petit autoportrait qui a été glissé là. Que vous avez C'est un à l'image. autoportrait? Ouais, c'est lui qui l'avait fait là, c'est une réinterprétation. Donc maintenant, là c'est vraiment un premier calque et ensuite on va superposer les œuvres de Picasso. Donc tout ça va se décliner tout le long de la journée. Voilà. À 18h c'est fini, quoi qu'il arrive. Eh ben merci beaucoup, très bon dessin, Merci bonne à vous. journée. Bonne journée. Prends le micro. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors apparemment, si je comprends bien, tu t'appelles Nelson. Nelson, exactement. Et tu as participé à ces œuvres qui sont exposées. C'est ça, donc en fait, en quelque sorte, c'est l'expo en gros sur Picasso que la licence L3BD a fait. Du coup, vous pouvez voir un peu on essaie de faire en sorte que ça soit une sorte de bazar structuré qui donne envie à tout le monde de regarder. Donc c'est pour ça qu'en gros ça attire. Ouais, ça marche plutôt bien. Les gens ils passent, ils disent que ça attire l'œil, ils ont envie de voir c'est quoi. Ça va bien avec le bazar etc., etc. Et du coup, il y a des belles œuvres, il y a des très beaux dessins quand même. ouais, franchement, les étudiants, en plus, on essaie de faire en sorte que chaque étudiant apporte sa patte personnelle. Plus que d'essayer de faire un truc homogène, on essaie de faire en sorte que tout le monde apporte sa patte et qu'on rend ça le tout homogène. Question que ça soit plus intéressant. Par exemple, est-ce que toi tu as créé? Moi, oui, j'ai fait celui qui est juste là-bas. Allez, emmène-nous. Ouais, venez avec moi alors. C'est laquelle? Exactement celui-là. Ah bah c'est du cubisme hein, pour le coup. C'est ça. Dans un cube. C'est ça, c'est ça. Bon, en gros, pour raconter un peu l'histoire, en fait, il y a eu à l'enseigne, il y a eu le vol de la Joconde, en quelque sorte. Et j'ai appris, en faisant mes recherches, que Picasso était impliqué dans ce vol. Et en faisant cela, du coup, j'ai mis cela dans une sorte de... Comment on appelle ça déjà? Un cube? Un cube, c'est ça, mais comme si c'était pour être volé. Derrière, un cube transparent, Ça. une cloche. Une cloche, exactement, une cloche. Cubique. C'est ça, une cloche cubique. Et en fait, ça raconte l'histoire du coup du plan de Picasso avec d'autres personnages qui étaient vraiment dans l'histoire. Et ça a même passé dans le journal Le Parisien il y a longtemps, où Picasso il était comment je pourrais dire impliqué, c'est ça. Mais il n'était pas vraiment impliqué parce qu'en vrai de vrai, si je devrais dire, le seul truc qui est vrai dans toute mon histoire, dans l'interprétation que je fais, c'est la fin où il a dit une vraie phrase par rapport au sujet. Et du coup, c'est une interprétation de ce que Picasso aurait pu faire dans ce vol. Et du coup, si on regarde les autres, tout le monde a à peu près fait à sa sauce. Par exemple, Hamza, qui est juste ici, il a fait sur ses volets une BD aussi sur Picasso, qui interprète aussi du coup quelque chose sur Picasso. Où il y a d'autres aussi où il raconte l'histoire de Picasso. Donc il y a autant l'autobiographie, l'interprétation. Il y a aussi des trucs qui racontent vraiment encore plus dans les détails. Non, vraiment, il y a même... ouais, franchement... Il y en a pour... C'est ça, il y en a pour tous les genres. Hein. C'est ça, c'est ça. Vous avez recréé un univers et un appartement. En quelque sorte, hein, c'est vraiment ça. Hein. En plus, on a voulu garder ce petit côté rustique. Merci beaucoup alors. Les élèves de la L3BD vous remercient. Et c'est nous qui les remercions de nous faire des beaux dessins. Pas de soucis. Bon festival, merci beaucoup. À vous aussi. Après cette sympathique rencontre avec les L3, donc les étudiants en bande dessinée d'Amiens, nous voici maintenant dans l'endroit où vous allez vous arriver public, cette grande halle vaste avec ici les agents de sécurité qui sont là tous les ans pour faire leur boulot évidemment. Et puis vous le voyez, il y a toujours le dessin en live et puis évidemment l'affiche en très grand, dessinée par Cyril Pedrosa. Et puis il y a cet endroit avec ce qu'on appelle les belles images. Alors vous retrouverez d'anciennes affiches, celles de ZEP. Vous retrouverez également des dessins de Riff Rebs, Skeuten, David François, Ralph Meyers. Et j'en passe d'autres et des nombreux très très beaux. Voilà. Et puis il y a également cette exposition qui a notamment été présentée devant la gare d'Amiens. Le 9e art dessine la cathédrale d'Amiens qui fête ses 800 ans cette année et qui a été mise à l'honneur justement par les dessinateurs et par l'association On a marché sur la bulle. Et là vous voyez justement à l'écran les deux affiches. Alors sur la gauche c'est celle d'Anne-Claire Giraudet qui est l'affiche de l'expo sur le 9e art et la cathédrale d'Amiens, et puis à droite il y a l'affiche de Cyril Pedrosa pour les 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens pour l'édition de cette année. Voilà Cyril Pedrosa qu'on va essayer de rencontrer tout à l'heure. Voilà. Ah ben le voilà, ça tombe bien. Bonjour Cyril. Alors, est-ce qu'on peut t'accorder quelques instants? Eh ben, on peut venir voir si tu veux. On va te donner le micro. Allez, ensuite Cyril. Je te donne le micro. Je prends le micro. Parfait. D'accord.
toi, parce que du coup, c'est plus toi qui nous intéresse. Donc, t'as pas encore découvert cette exposition qui t'est consacrée? Bah non, je vais la découvrir avec Tim qui a participé à l'installation et à la création de cette exposition avec toute une équipe. Et voilà, on va visiter ça ensemble en fait. Mais peut-être qu'on peut faire les questions maintenant et puis je vais voir l'expo avec eux tranquillement pour pouvoir discuter. Comme tu préfères. Ouais, je veux bien. Ou alors sinon, on se retrouve après l'expo, comme ça tu pourras nous dire ce que tu en penses. Eh ben d'accord, ça Et marche. pendant ce temps-là, nous, on va voir d'autres personnes. Eh ben on fait ça On roule. fait ça. À tout de Alors suite. à tout de suite, bonne visite. Donc ça, ce sont des planches qui étaient en compétition. Donc c'était le concours de bande dessinée de la région des Hauts-de-France qui était ouvert à tous. Et comme vous pouvez le voir, tout un chacun peut y participer. Il y avait plus de 1000 participants, c'est énorme. Et dans de nombreuses catégories. Alors évidemment les scolaires. Et puis il y a les hors catégories. Tu veux avancer ? Là, nous sommes devant le stand de Bulle en Stock, la librairie amiénoise, qui, comme de quelques partenaires, toujours présente ici au festival. C'est l'occasion pour vous d'acheter des ouvrages, quelques inédits qui sortent en avant-première pour le festival, et puis de pouvoir ensuite aller les faire dédicacer par les auteurs présents. Et puis là, nous arrivons devant une exposition splendide qui s'appelle Emma et Capucine. C'est une exposition qui est consacrée à une bande dessinée qui parle de danse. Alors évidemment, il y a du mouvement et il y a surtout sur les dessins une lumière extraordinaire. Alors en plus, sur des dessins beaucoup plus grands que grandeur nature, c'est un rendu assez extraordinaire. Regardez, ça donne envie de danser, voire même de faire de la danse classique. Regardez le trait et ses lumières, c'est vraiment étonnant. Et puis, vous allez le voir, il y a également un praticable qui a été installé au milieu de l'exposition. Voilà, vous le voyez là. Et puis, c'est un endroit où il y a des enfants tout à l'heure qui étaient accompagnés par un animateur et puis qui dansaient tout simplement au milieu de l'expo. Parce qu'on ne fait pas que de la bande dessinée quand on vient au Festival Amiénois, on fait plein de choses. Voilà, on peut même éventuellement danser, pourquoi pas, avec un mannequin. Voilà, les dessins sont vraiment impressionnants, de toute beauté. Encore une fois, des planches originales à venir découvrir. Évidemment, un festival à vivre en famille, puisque tout le monde est le bienvenu. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts.
y a même cette expo sur les toutous qui va ravir les plus jeunes. Regardez. Et puis ici, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de dessiner sur les murs. Alors autant en profiter. Vous faites quoi? Et juste à côté des enfants, il y a un dessinateur que je voulais vous présenter, qui dessine notamment pour les enfants. On va aller parler un petit peu avec lui, Marc Misano. Je pense qu'il est un peu sur le départ, mais Marc, est-ce qu'il est possible de te parler 2 secondes ou est-ce que tu pars manger? Je pars manger. Alors on te dit bon appétit. Merci. On te dit bon appétit et puis qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Rien, Cette année. que les salons reprennent comme c'est en train d'être le cas là. C'est du bonheur d'être là? Ouais, ça fait vraiment du bien. Ça fait complètement du bien. Alors on va parler juste 1 seconde, une œuvre pour que les gens se repèrent s'ils ne le savent pas. La Pension Moreau aux éditions de la Gouttière. Donc les éditions de la Gouttière, c'est les éditions amiénoises. Oui. Et la Pension Moreau en 3 tomes, une histoire dure, mais une histoire aussi racontée aux enfants. Oui, c'est parti d'un texte de Jacques Prévert qui avait écrit sur une révolte d'enfants dans un bagne à Belle-Île. Et il y avait eu une chasse à l'enfant, d'enfants qui s'étaient enfuis. Et il avait été révolté par les conditions dans lesquelles les enfants étaient, comment les enfants étaient traités dans ce bagne en fait. Et ça a fait fermer les bagnes après. Et avec Benoît Broyard, on est parti sur une histoire qui était un peu plus fantastique, d'enfants qui étaient mis dans une pension. Et l'histoire est dure, mais les gamins vont se souder avec beaucoup de solidarité pour se sauver en fait de la pension. C'est quoi la leçon? S'il y en a une, il y en a-t-il une? Ah ben il y en a une, c'est qu'il y a de l'espoir. Tout Il y a de simplement. l'espoir. Et la preuve, c'est que le festival existe et qu'il y a des auteurs qui sont heureux d'être là et C'est des gens vrai. qui sont heureux de les rencontrer, c'est ça? Ouais, mais Amiens, on est toujours content de revenir ici. Hein. Ouais, c'est un très très bon festival. Tous les ans, quasiment. Non, pas tous les ans, mais ça fait. On se disait ça avec un dessinateur hier soir, que ça faisait presque 20 ans maintenant qu'on venait là. Et à chaque fois, on est content. Quoi. Il y a une super équipe ici à Amiens. Eh ben, merci pour eux et puis merci pour le public et bon appétit. Merci, à bientôt. Et puisqu'on est à côté de Posela, on va aller lui dire un petit bonjour à Posela. Posela, c'est l'auteur de la fresque qui est là, sur ce mur-là, de l'autre côté. Quand vous arrivez à la halle Fraissinet, quand vous arrivez à Amiens même, on pourrait dire, on voit ta fresque, Posela. Oui. Que tu as faite il y a 2 ans en fait, à la dernière édition, puisque l'an dernier il n'y a plus d'édition. Non, il y a 3 ans je crois. Il y a C'était 3 ans déjà. pour la première édition ici. Qu'est-ce que le temps passe vite. Ouais, tu vois. Et je me Ouais. souviens t'avoir vu la peindre avec ton masque. Et déjà à l'époque, on te prenait pour un fou avec le masque. Finalement, tu es un précurseur. C'est ça. Écoute, C'était un masque anti-peinture, il faut préciser. oui. Bon, écoute, c'est pas forcément un plaisir de l'avoir gardé jusque-là, mais bon, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Voilà. Alors, quelle est ton actualité? Écoute, j'ai sorti ce bouquin jeunesse un peu avant les confinements. Donc là, ça fait très plaisir de revenir signer, rencontrer des lecteurs. Donc ça s'appelle L'homme qui courait après sa chance. Ouais. Et peut-être qu'elle court vite la chance. Et Écoute, c'est chez Delcourt, faut le préciser pour les gens qui voudraient écoute, l'acquérir. faut juste savoir la voir au bord du chemin, sa chance, peut-être. C'est pas forcément simple de l'avoir en fait, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. On peut passer à côté. passer à côté, ouais, bien sûr. C'est dur de passer à côté de sa chance. Ouais, bah après, je te dis, il faut garder l'œil ouvert et être ouvert, ouais, pour choper sa chance. Ouais. Et puis il y a toujours, il est toujours là, hein, mais ton fameux carnet de santé foireuse, Ouais. Il date de quand maintenant? Ça fait un moment. 2015, je crois. 2015, ouais. Ouais, un gros bouquin qui parle de ton histoire qui est en fait. Ouais, un Une récit. autobio- Un récit autobiographique, voilà, qui plonge dans l'intimité de la maladie. Et voilà, bah, c'est vrai que j'ai des bouquins très différents, que ce soit ce bouquin jeunesse, ce carnet de santé foireuse ou Monkey Business, c'est vraiment des bouquins, on va pas dire qui se. On va dire qui s'opposent, mais en tout cas qui se complètent, voilà. En tout cas, au moment d'une santé foireuse, si on ne court pas après sa chance, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Donc Ouais. finalement, ça se complète, ça se rejoint. Oui, c'est ça. On peut le dire comme ça. Faut voir les petites lueurs qui pointent
qui pointent et aller vers ça, quoi. Ouais. Il y a Marc Lizano qui parlait du plaisir de revenir enfin voir le public, d'être dans un festival, de venir régulièrement à Amiens aussi. Tu partages évidemment. Bah oui, évidemment. Et là, c'est la reprise. C'est la reprise. Ça fait super longtemps qu'on a été privé de festival. Donc ouais, c'est un plaisir de revenir ici, surtout voilà, à la maison, quoi. T'as eu le temps de parcourir un peu, de voir les expos? Ouais, j'ai fait une partie des expos. J'ai pas fait celle de Cyril Pedrosa, que j'ai très envie de voir. Voilà, mais c'est super bien. Les scénographies sont superbes. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais voilà. Et justement, c'est vraiment ça qui est très bien, plaisant. c'est que comme d'habitude, c'est pas un festival à dimension réduite à cause de la jauge. Il y a juste moins de monde, mais par contre, l'association a travaillé comme si c'était à plein. Quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Exactement comme d'habitude. Non, mais la qualité est encore et toujours là. Ouais. Ouais. Donc voilà, on est super bien reçus. C'est vraiment un plaisir d'être là. Quelle expo tu conseilles là comme ça à brûle-pourpoint? Écoute, toutes, j'ai pas encore fait celle de Pedrosa, donc je vais pas pouvoir la conseiller. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'expo d'Alexandre Cléris. Et après, tout est très intéressant. Tu te retrouves à avoir des originaux de Gottlieb ou des originaux, je sais plus de quel est cet auteur, un original super grand là, qui doit faire 2 par 3. Très impressionnant. Bon, il y a cette espèce de tour penché que tu l'as visité? Non. Pas encore. Non, pas encore. Je te le conseille, c'est déroutant. Ah ouais. Il faut y rentrer. Ah, il faut que j'y aille. Voilà. On a dit aux gens nous, on n'y est pas rentré avec la caméra pour leur laisser la surprise. Ouais. Et puis, effectivement, quand tu rentres dedans, tu ressens quelque chose, c'est à faire. Ouais. C'est rigolo. Mais cet après-midi, j'ai un peu plus de temps, tu vois, j'irai voir ça. Merci, Posla. Merci. Écoute, bonne fin de dédicace et puis bonne pause déjeuner aussi, hein, ça va être l'heure. Ouais, oui, c'est l'heure. Bon festival. Merci. Allez, on va rebrousser chemin, on va retourner tranquillement sur nos pas. On va repasser devant les enfants, devant l'expo dédiée à la danse, devant les héros de Biscotto. Et puis, tout doucement, on va retourner vers l'expo donc, de Cyril Pedrosa. On va essayer de le rencontrer. Il doit être encore en train de visiter attentivement cette expo qui lui est consacrée, qui a été réalisée par les bénévoles de l'association. On a marché sur la bulle, comme ils ont l'habitude de le faire depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà, regardez, ça attire de nombreux photographes, caméramans, évidemment journalistes. Nous allons entrer dans l'univers de Pedrosa. Et on va un petit peu tricher, on va passer par la sortie. Et là, de toute évidence, les univers se mélangent, mais je pense qu'on est un peu au Portugal, qui est le titre d'un des albums de Cyril Pedrosa. Les bénévoles, quand ils réalisent une expo, ont vraiment beaucoup d'imagination. Voilà. Quitte à accrocher un vélo au mur et à étendre son linge pour faire couleur locale. Là, on est dans l'univers de l'âge d'or, un livre plus récent de Pedrosa. Et regardez ces couleurs à la fois apaisantes, magnifiques et tout l'aspect de l'arbre magique. Tout le monde prend du plaisir à visiter ces expositions.
Tiens, j'aperçois Cyril Pedrosa en train encore de visiter, prendre quelques photos, souvenirs forcément. On va lui laisser le temps et puis on va tranquillement aller à sa rencontre. Je vous laisse apprécier les images. Cyril, merci de me faire la gentillesse de répondre. Non, je t'en prie. Alors déjà, on va parler de l'expo. Qu'est-ce que tu ressens ici là? Honnêtement, en fait, c'est très émouvant parce que c'est pas tant de voir son travail en fait, mais c'est que c'est 20 ans de ma vie en fait, et que donc chaque album, chaque planche, chaque dessin que je vois ici, c'est relié à des moments personnels, à plein de souvenirs, et donc c'est comme vraiment de revoir un album de ta vie, tu sais, pendant comme ça. Donc c'est assez émouvant. Ouais. Et puis en plus, ils ont fait un travail incroyable. Donc, On a l'impression d'être dans les pages. Ouais. Et Là, puis on est dans le décor, on est complètement dans le décor. Ils ont réussi à trouver le ton pour chaque album, pour les équinoxes. Il y a quelque chose qui est. Enfin, chaque espace est très 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 différent. Qu'est-ce que ça sent ici là, concrètement avec ces couleurs, etc. Ben, je peux pas te dire plus que vraiment une certaine émotion. En plus, l'âge d'or. Bah, tu vois, bon, c'est le dernier livre que j'ai fait avec Roxane Morel qui est sorti depuis il y a 1 an, et donc c'est un moment de ma vie aussi. Enfin, donc c'est émouvant de voir tout ça. Est-ce que tu peux nous rappeler quoi ça par l'âge d'or? L'âge d'or, c'est l'histoire d'une jeune princesse, Tilda, qui doit monter sur le trône, mais qui est bannie et condamnée à l'exil. Et le livre raconte à la fois son destin particulier, comment elle va reconquérir le pouvoir, mais aussi le destin de tout un peuple et comment leurs destins s'entrecroisent et sont liés à un livre qui s'appelle L'âge d'or et qui parle d'un temps jadis où les hommes vivaient libres et égaux. Il y a un petit endroit aussi, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ça me rappellerait volontiers le Portugal, c'est juste à côté. Ouais, c'est ça. C'est l'espace qui est consacré au livre Portugal. Alors c'est très drôle parce qu'ils ont pris des éléments qui sont dans le livre, qui sont des éléments du décor, de la maison où le personnage principal, Simon, vit au Portugal. Mais en fait, c'est très étrange parce que ça ressemble effectivement de fait à la maison où moi j'étais quand il y a une dizaine d'années de ça. J'étais parti passer plusieurs mois au Portugal et avec cet effet de patio et le vélo accroché comme c'était accroché dans le garage. Enfin, c'est. Oui, ça c'est du vécu. Il y a un effet de reconstitution qui est un peu étrange. Ouais. Et là, quand tu es à la croisée des chemins entre le Portugal et l'âge d'or, c'est deux univers qui se croisent. C'est les univers qui se croisent, mais c'est. Enfin, c'est des univers très différents, mais qui sont tous liés aux uns aux autres, comme tous les livres sont liés les uns aux autres, parce qu'un livre vient toujours après un précédent et où on a posé des choses, on a compris des choses, et puis on essaye d'aller plus loin, etc. Et là, c'est très, très troublant, en fait, de voir tout ça mis bout à bout. Mais l'étrangeté aussi, c'est que, comme maintenant ces livres sont faits, j'ai presque le sentiment de voir l'exposition de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, donc c'est très étrange, très étrange. Bon, en tout cas, on devine à travers le masque un immense sourire, et puis il y a aussi quand même un côté qui est super important, j'imagine, rencontrer les gens, voir les lecteurs. Bien sûr, ouais, ça fait très longtemps que ça n'a pas été possible, et c'est formidable que le Festival d'Amiens ait réussi à maintenir cet événement. Je crois vraiment en plus au prix d'un travail de malade et puis de s'adapter aux différentes contraintes qui se sont imposées. Et moi, je crois que c'est la première fois que je participe comme ça à un événement public depuis très longtemps. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir être là. Ouais.
Mais en tout cas, ça a été pour nous un vrai plaisir de t'interroger, de te poser quelques questions. Bravo aussi pour cette affiche qui est quand même qui va forcément rester dans l'histoire du festival, aux côtés de sacrées belles œuvres également. Bah écoute, je te remercie. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de faire ce dessin. Ouais, et puis alors là, pour le coup, il est même sur la Maison de la Culture en... Je sais pas, Il est immense, je sais pas, c'est disproportionné. Ouais, c'est ça, peut-être 20 mètres par 10 mètres. Quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Et puis voilà, cette expo qui est splendide, on retrouve ces couleurs qui sont sur l'affiche et c'est univers en fait. Ouais, c'est vrai, il y a un univers coloré. On en avait déjà parlé, mais à côté aussi, on avait envie d'apporter du bien-être, comment dire, de bienveillance. Ouais, il y a quelque chose de... Enfin, c'est des ambiances assez douces, effectivement. Ouais, mais parce que c'était le sujet de ces ouvrages-là, qui n'étaient pas forcément dans la confrontation, même si ça fait partie du contexte politique qu'on essayait d'évoquer, mais on l'a traité différemment. Et puis il y a plein de gamins quand même, c'est chouette. Ouais, non mais c'est chouette d'avoir du public, et puis c'est chouette qu'il se passe des choses en fait, tout simplement. Ouais. La vie reprend. Exactement. Eh ben, c'était un plaisir de partager une petite tranche de vie avec toi. Merci Cyril. Merci à toi. Bon appétit. Merci. Bon week-end à Miennois. Eh ben, bon week-end sur ce festival. Et puis profitez-en bien tous. Ouais. À bientôt. À bientôt, salut. Et puis nous, on va s'arrêter au cœur de cet endroit qui est vraiment très chouette. Qui est, comme je vous le disais, une lumière plutôt agréable, plutôt sympa. On est bien là. C'est un bon endroit pour s'arrêter. C'est un bon endroit pour venir passer quelques heures, seul, en famille, comme on le disait tout à l'heure. J'espère que cette émission vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'étagère ABD sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube pour suivre régulièrement nos aventures, nos coups de cœur sur la bande dessinée. Bonne fin de week-end à tous et je vous laisse avec ces quelques images. À bientôt.